19 septembre 1356. Sur les plaines de Poitiers, l'impensable se produit. Pour la première fois depuis des siècles, un roi de France tombe entre les mains de l'ennemi. Jean II, surnommé le Bon, non pas pour sa bonté mais pour sa bravoure au combat, vient de signer l'un des épisodes les plus humiliants de l'histoire de France. Ce matin-là, personne n'aurait pu imaginer qu'avant le coucher du soleil, la couronne de France serait captive dans les geôles anglaises. Jean le Bon règne depuis 6 ans déjà, quand cette catastrophe frappe son royaume. Roi impulsif, chevalier dans l'âme mais stratège médiocre, il va payer au prix fort son obstination et ses erreurs tactiques. L'histoire commence bien avant cette bataille fatale. Jean monte sur le trône en 1350, héritant d'un royaume déjà fragilisé par la peste noire qui a tué 1/3 de la population française. La guerre de 100 ans fait rage depuis plus de 10 ans. Les Anglais, menés par Édouard III, revendiquent la couronne de France et multiplient les raids dévastateurs sur le territoire français. Mais Jean le Bon refuse de courber l'échine. Caractère fier, tempérament bouillant, il ne supporte pas de voir les Anglais saccager ses terres. Quand il apprend qu'Édouard de Woodstock, le fameux prince noir fils d'Édouard III, mène une chevauchée destructrice dans le centre de la France, sa colère explose. Le prince noir vient de traverser le Limousin et le Poitou, brûlant tout sur son passage. Ces hommes pillent les villages, rançonnent les bourgeois, terrorisent la population. Cette tactique de la terre brûlée vise à affaiblir économiquement la France tout en évitant les grandes batailles rangées. Mais Jean le Bon ne l'entend pas de cette oreille. Contre l'avis de ses conseillers les plus prudents, Jean décide de poursuivre personnellement l'armée anglaise. Il rassemble ses troupes à la hâte. Comte d'Artois, duc de Bourbon, connétable de France, tous les grands du royaume répondent à son appel. L'armée française compte près de 11 000 hommes, dont 2 000 chevaliers lourdement armés. Face à eux, le prince noir ne dispose que de 6 000 soldats. L'avantage numérique est évident, mais Jean commet sa première erreur. Il néglige la reconnaissance. Ses éclaireurs lui rapportent des informations contradictoires sur la position exacte des Anglais. Pire encore, il refuse d'écouter ceux qui lui conseillent la patience. « Ils fuient devant nous comme des lâches !» s'emporte-t-il dans sa tente. « Nous les rattraperons et leur ferons payer leurs méfaits. » Cette impétuosité va coûter cher à la France. Car le prince noir ne fuit pas vraiment. Commandant expérimenté malgré ses 26 ans, il attire délibérément l'armée française vers un terrain de son choix. Près de Maupertuis, non loin de Poitiers, il trouve l'endroit parfait. Un plateau bordé de haies et de vignobles qui canalise les mouvements de troupes. Le 18 septembre, les deux armées se font face. Jean découvre alors la position anglaise et réalise son erreur. Les ennemis ont eu le temps de se retrancher sur une hauteur, protégés par des obstacles naturels. Attaquer de front relève du suicide. Plusieurs de ses capitaines lui conseillent d'attendre. « Sire, laissons-les descendre de leur colline. La faim les chassera de leur position. » Mais Jean bouillonne d'impatience. Il voit dans cette bataille l'occasion de venger les humiliations subies depuis le début de la guerre. La nuit du 18 au 19 septembre se passe en préparatifs fiévreux. Jean organise son armée selon les règles classiques de la chevalerie. 3 corps de bataille successifs. Le maréchal de Clermont commande la première bataille, le dauphin Charles la seconde, le roi lui-même la troisième, avec l'élite de la noblesse française. Cette formation traditionnelle présente un défaut majeur. Elle ne tient aucun compte de la révolution tactique anglaise. Depuis Crécy, les Anglais ont perfectionné une nouvelle façon de faire la guerre. Leurs archers gallois, armés de longs arcs de 6 pieds, peuvent percer les armures à 200 mètres de distance. Leurs hommes d'armes combattent à pied, plus mobiles et plus efficaces que les lourds chevaliers français. Le prince noir a disposé ses troupes avec un soin méticuleux. Ses archers occupent les flancs, protégés par des pieux aiguisés. Ses hommes d'armes tiennent le centre, à pied derrière des barricades de chariots. Ils gardent en réserve une petite troupe de cavaliers lourds, prête à exploiter toute faille dans les lignes françaises. Au lever du soleil, les héros d'armes tentent une dernière négociation. Le cardinal de Périgord, présent sur le champ de bataille, supplie les deux camps d'éviter l'effusion de sang. Mais Jean refuse tout compromis. « Nous ne traiterons qu'après avoir châtié ces pillards. » Il déclare. Cette intransigeance scelle le sort de la France. Vers 9 heures du matin, les corps sonnent la charge. Le maréchal de Clermont lance ses 300 chevaliers contre les positions anglaises. Spectacle magnifique et terrible. La fine fleur de la noblesse française s'élance au galop, lance baissée, bannière flottant au vent.
Mais la beauté du spectacle ne dure qu'un instant. Dès que la cavalerie française arrive à portée, les archers anglais lâchent leurs flèches. Nuages mortels qui obscurcit le ciel, sifflements sinistres des projectiles, cris des chevaux touchés. En quelques minutes, la charge se transforme en massacre. Les chevaux s'effondrent, cloués au sol par les flèches. Les chevaliers, alourdis par leurs armures, peinent à se relever. Ceux qui parviennent à atteindre les lignes anglaises se heurtent aux pieux et aux barricades. Le maréchal de Clermont lui-même tombe, transpercé par une lance anglaise. Voyant le désastre, Jean ordonne à ses hommes de mettre pied à terre. Décision courageuse mais tardive. Transformés en fantassins improvisés, les chevaliers français perdent leur principal avantage, la charge de cavalerie. Leurs lourdes armures, conçues pour le combat à cheval, deviennent un handicap mortel dans un affrontement à pied. La bataille du dauphin Charles s'élance à son tour. Le futur Charles V, alors âgé de 18 ans, montre plus de prudence que les précédents assaillants. Ces hommes progressent lentement, tentant d'éviter les flèches anglaises. Pendant quelques minutes, il semble que la tactique va réussir. Mais le prince noir a prévu cette éventualité. Au moment où les Français s'approchent dangereusement, il lance sa réserve de cavalerie dans un mouvement tournant. Les Anglais contournent la bataille française et attaquent par le flanc. Pris entre deux feux, les hommes du Dauphin commencent à reculer. C'est alors que Jean le Bon commet sa dernière et plus grave erreur. Voyant ses deux premiers corps d'armée en difficulté, il décide d'engager prématurément sa réserve. Au lieu d'attendre que la situation se stabilise, il se lance personnellement dans la bataille avec ses 2000 meilleurs chevaliers. « En avant pour la France !» crie-t-il en brandissant son épée. Autour de lui, les plus grands noms du royaume, le duc de Bourbon, le comte de... le connétable Gauthier de Brienne, tous ces hommes vont mourir dans l'heure qui suit. L'attaque française surprend d'abord les Anglais par sa violence. Les chevaliers du roi, combattant à pied mais avec une rage désespérée, enfoncent les premières lignes ennemies. Pendant quelques minutes, la victoire semble possible. Mais le prince noir garde son sang-froid. Il fait sonner la retraite simulée, attirant les Français plus profondément dans le piège. Puis, au signal convenu, ces hommes font volte-face et contre-attaquent avec une violence inouïe. La mêlée devient générale. Dans la poussière et le bruit, les combattants s'entretuent sans merci. Jean le Bon se bat comme un lion, abattant plusieurs adversaires de sa hache d'armes, mais ses hommes tombent un à un autour de lui. Le duc de Bourbon meurt transpercé par une épée anglaise. Le connétable Gauthier de Brienne s'effondre sous les coups de masse. Un à un, les défenseurs du roi disparaissent. Bientôt, Jean ne peut plus compter que sur une poignée de fidèles. C'est dans ces moments dramatiques qu'un chevalier gascon au service des Anglais, Denis de Morbecque, reconnaît le roi de France. Ancien vassal de la couronne, il sait identifier les armoiries royales malgré la poussière et le sang qui les recouvre. « Sire, sire, rendez-vous !» crie-t-il en français. « Je suis chevalier de Gascogne et je vous prendrai sans vous faire mal. » Jean le Bon, épuisé, blessé, entouré d'ennemis, comprend que tout est perdu. Ses derniers compagnons gisent à ses pieds. Continuer le combat ne servirait qu'à faire couler inutilement le sang français. « À qui me rendrai-je » demande-t-il avec dignité. « Au prince de Galles, mon sire, c'est le plus grand baron de ce côté-ci de la mer. Ainsi s'achève la bataille de Poitiers. » En quelques heures, l'armée française a été anéantie. Plus de 2000 morts côté français, dont la fine fleur de la noblesse. Côté anglais, moins de 200 victimes. Mais surtout, pour la première fois depuis Hugues Capet, un roi de France est prisonnier de l'ennemi. La nouvelle de la capture royale se répand comme une traînée de poudre. Dans les campagnes françaises, c'est la stupeur. Comment le roi très chrétien, oint du Saint-Crème, a-t-il pu tomber aux mains des hérétiques anglais? Pour beaucoup, c'est un signe de la colère divine. Le prince noir traite son illustre prisonnier avec les égards dus à son rang. Dès le soir de la bataille, il organise un banquet en l'honneur du roi captif, geste chevaleresque qui n'efface pas l'amertume de la défaite. Jean le Bon doit s'asseoir à la table de son vainqueur, écouter les compliments ironiques sur sa bravoure, supporter les regards moqueurs de ses geôliers. Lui qui rêvait de couvrir de gloire les armes françaises se retrouve objet de curiosité, trophée vivant de la supériorité militaire anglaise. « Votre Majesté a montré aujourd'hui qu'elle méritait son surnom de bon chevalier », déclare le prince noir avec une courtoisie teintée d'ironie. Jean serre les dents et ne répond rien. Que peut-il dire?
les faits parlent d'eux-mêmes. Les jours suivants voient de s'organiser le transfert du prisonnier royal. Jean le Bon, accompagné de son fils Philippe, capturé lui aussi, et d'une vingtaine d'autres nobles français, prend la route de Bordeaux. Voyage d'humiliation à travers une Gascogne acquise aux Anglais. Partout sur leur passage, les populations se pressent pour voir le roi de France enchaîné. Certains le regardent avec pitié, d'autres avec curiosité malsaine. Jean doit subir ces regards sans broncher, maintenir sa dignité royale malgré les circonstances. À Bordeaux, capitale de l'Aquitaine anglaise, l'accueil est plus fastueux. Édouard III veut montrer à l'Europe entière qu'il détient le roi de France. Cortège triomphal dans les rues de la ville, Te Deum à la cathédrale, banquet somptueux où Jean doit jouer le rôle du vaincu magnanime. Mais c'est à Londres que Jean le Bon va connaître la véritable épreuve. Après 2 années à Bordeaux, il est transféré dans la capitale anglaise en grande pompe. Édouard III organise son arrivée comme un spectacle politique majeur. Le 24 mai 1358, Jean le Bon franchit les portes de Londres. La foule se presse pour voir ce roi déchu, ce monarque qui a osé défier la puissance anglaise et en paye maintenant le prix. Certains spectateurs manifestent leur hostilité, d'autres leur curiosité. Édouard III loge son illustre prisonnier au palais de Savoie, résidence princière sur les bords de la Tamise. Jean n'est pas traité comme un vulgaire captif, mais comme un roi en exil. Il dispose d'une cour, de serviteurs, de revenus pour maintenir son train de vie. Cette captivité dorée cache une réalité plus cruelle. Jean reste prisonnier, otage d'une politique qui le dépasse. Chaque jour qui passe rappelle à la France l'humiliation de Poitiers. Chaque banquet londonien où il doit paraître souligne sa défaite. Plus grave encore, l'absence du roi plonge la France dans le chaos. Le dauphin Charles, futur Charles V, assure la régence, mais son autorité est contestée. Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, soulève la bourgeoisie parisienne contre le pouvoir royal. Charles le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Évreux, intrigue pour s'emparer du trône français. Pendant que Jean le Bon joue aux échecs dans son palais londonien, la France se déchire. Les grandes compagnies, bandes de mercenaires démobilisés, écument les campagnes. La guerre civile menace. L'État royal, privé de son chef, vacille sur ses bases. Étienne Marcel pousse l'audace jusqu'à faire assassiner les maréchaux de Champagne et de Normandie sous les yeux du dauphin. Paris se soulève, réclamant des réformes, contestant l'autorité royale. Pour la première fois depuis des siècles, la monarchie française semble sur le point de s'effondrer. Charles le Mauvais, profitant du chaos, tente de rallier la noblesse normande à sa cause. Descendant de Philippe le Bel par sa mère, il revendique un droit au trône français. Ces intrigues divisent encore davantage le royaume. Dans ce contexte dramatique, la libération du roi devient une nécessité vitale. Mais Édouard III met le prix fort. Les négociations s'éternisent, achoppent sur des conditions inacceptables. Le roi d'Angleterre réclame la moitié de la France en échange de la liberté de Jean. Premier traité de Londres, en janvier 1358. Édouard III exige l'Anjou, le Maine, la Touraine, la Normandie, plus une rançon de 4 millions d'écus. Conditions si exorbitantes que même le Conseil royal français les rejette. Jean le Bon reste prisonnier. Les mois passent, puis les années. Jean vieillit dans sa prison dorée, regardant la Tamise couler vers la mer. Il reçoit des nouvelles de France de plus en plus alarmantes. Étienne Marcel, assassiné par ses propres partisans, Charles le Mauvais battu mais non soumis, les campagnes ravagées par les routiers. Édouard III comprend qu'il a peut-être trop tiré sur la corde. Un royaume français complètement détruit ne l'intéresse pas. Il lui faut une France affaiblie mais solvable, capable de payer la rançon royale. Les négociations reprennent sur de nouvelles bases. Le dauphin Charles, qui a survécu à tous les troubles, montre une habileté diplomatique remarquable. Futur Charles le Sage, il manie déjà avec art la ruse et la patience. Il fait traîner les discussions, gagne du temps, reconstitue peu à peu l'autorité royale en France. Édouard III, de son côté, vieillit. La guerre de 100 ans lui coûte de plus en plus cher. Ses barons grognent, ses finances s'épuisent. Maintenir Jean le Bon en captivité devient un fardeau plutôt qu'un atout. Les négociations aboutissent enfin au traité de Bretigny, signé le 8 mai 1360. Compromis douloureux mais acceptable. La France cède l'Aquitaine, la Gascogne, le Poitou, Calais et quelques autres territoires.
En échange, Édouard III renonce à ses prétentions sur la couronne française et libère Jean le Bon contre une rançon de 3 millions d'écus. 3 millions d'écus d'or, somme colossale qui représente plusieurs années de revenus du royaume français. Pour garantir ce paiement, Jean doit livrer des otages, dont ses propres fils. Louis d'Anjou et Jean de Berry, frères du dauphin, prennent le chemin de l'Angleterre. Le 8 juillet 1360, après 4 ans de captivité, Jean le Bon foule enfin le sol français. Débarquement à Calais, ville désormais anglaise. Première humiliation de ce retour. Le roi de France rentre dans son royaume par une porte étrangère. Mais l'accueil populaire est chaleureux. À Reims, à Paris, les foules se pressent pour voir leur roi libéré. Jean retrouve sa couronne, sa dignité, son trône. Pourtant, rien n'est vraiment comme avant. La France de 1360 n'est plus celle de 1356. Le royaume a perdu près d'un quart de son territoire. L'Aquitaine anglaise s'étend désormais de la Loire aux Pyrénées. Calais offre aux Anglais une tête de pont permanente sur le continent. Plus grave encore, la rançon royale saigne les finances françaises. Jean le Bon découvre un pays épuisé par 4 années de troubles. Les campagnes portent encore les cicatrices des grandes compagnies. Les villes peinent à se relever des destructions. L'autorité royale, ébranlée par son absence, doit se reconstruire pierre par pierre. Retrouver son métier de roi après 4 ans de captivité n'est pas chose aisée. Jean le Bon, marqué par l'épreuve, n'est plus tout à fait le même homme. L'humiliation de Poitiers et de Londres l'a changé. Plus prudent, plus réfléchi, il a perdu une partie de son impétuosité d'antan. Mais les problèmes s'accumulent. La rançon royale grève lourdement les finances. Pour la payer, il faut lever de nouveaux impôts, créer de nouvelles monnaies, presser toujours plus les sujets. Mécontentement populaire, résistance nobiliaire. Jean doit naviguer entre tous les écueils. Plus difficile encore, reconstituer l'autorité royale dans les provinces perdues. L'Aquitaine anglaise attire les seigneurs français tentés par les avantages offerts par Édouard III. Certains nobles gascons, poitevins, saintongeais choisissent délibérément le camp anglais. Jean le Bon s'épuise dans cette tâche ingrate. Roi à 41 ans quand il fut capturé, il en a 45 quand il retrouve son trône. Les cheveux blanchis, la santé ébranlée, il porte sur ses épaules le poids de la défaite et de ses conséquences. La situation financière devient rapidement dramatique. Malgré tous les expédients, la rançon royale ne peut être payée dans les délais prévus. Les otages français, en Angleterre, écrivent lettre sur lettre pour réclamer leur libération. Leurs familles font pression sur le roi. C'est alors que se produit l'événement qui va précipiter la fin de Jean le Bon. En 1363, Louis d'Anjou, son second fils retenu en otage à Calais, s'évade de sa prison. Violation flagrante du traité de Brétigny qui compromet tout l'équilibre diplomatique péniblement établi. Édouard III entre dans une colère noire. Il menace de reprendre les hostilités si les conditions du traité ne sont pas respectées. Jean le Bon se trouve face à un dilemme terrible, livrer son fils fugitif ou voir la guerre reprendre. Homme d'honneur avant tout, Jean ne peut accepter que sa parole soit mise en doute. Si le traité de Brétigny n'est pas respecté à la lettre, c'est toute sa crédibilité qui s'effondre. Comment pourra-t-il négocier à l'avenir si sa signature ne vaut rien? Décision qui stupéfie sa cour. Jean le Bon annonce qu'il retourne en Angleterre pour se constituer prisonnier. Geste chevaleresque qui honore l'homme, mais désespère le politique. Comment le roi peut-il abandonner ainsi son royaume? Un roi sans honneur ne mérite pas de régner, déclare Jean à ceux qui tentent de le dissuader. Ma parole donnée doit être tenue, quelles qu'en soient les conséquences. Le 3 janvier 1364, Jean le Bon embarque à Calais pour son dernier voyage vers l'Angleterre. Retour volontaire dans la captivité qu'il connaît si bien. Édouard III, surpris par ce geste, accueille avec tous les honneurs ce prisonnier pas comme les autres. Mais les 4 années précédentes ont miné la santé du roi français. Jean le Bon, épuisé par les épreuves, tombe rapidement malade. Le climat londonien, l'humidité de la Tamise, le poids de la culpabilité rongent ses forces. Il s'installe dans ses anciens appartements du palais de Savoie, retrouve ses habitudes de captif royal. Échec avec les nobles anglais, banquets protocolaires, messes quotidiennes, train-train d'une existence qui n'a plus de sens. Car Jean le Bon sait qu'il ne reverra jamais la France.
À 45 ans, usé par une vie de combat et d'épreuves, il sent la mort approcher. Loin de son royaume, loin des siens, il va s'éteindre en terre étrangère. Le 8 avril 1364, Jean II le Bon rend son dernier souffle dans son palais-prison londonien. Roi chevalier jusqu'au bout, il a préféré mourir prisonnier plutôt que de manquer à sa parole. Geste sublime qui résume toute l'ambiguïté de ce règne maudit. La mort de Jean le Bon à Londres provoque un choc considérable en France. Le roi est mort, en captivité, comme un vulgaire otage. Humiliation suprême pour un royaume qui se veut la fille aînée de l'Église. Comment expliquer que Dieu ait abandonné son représentant terrestre? Charles, dauphin devenu roi sous le nom de Charles V, hérite d'une situation dramatique. Le royaume saigne, les finances sont exsangues, l'ennemi occupe un quart du territoire national. Mais surtout, l'honneur français a été traîné dans la boue. Le nouveau roi, contrairement à son père, privilégie la ruse à la force. Fin politique, diplomate accompli, il va patiemment reconstituer la puissance française. Mais il lui faudra des années pour effacer la honte de Poitiers et de la captivité royale. La rançon de Jean le Bon ne sera jamais entièrement payée. Charles V trouve 1000 prétextes pour différer les versements, contester les clauses, négocier de nouveaux délais. Politique cynique mais efficace qui permet de sauver les finances françaises. Plus grave pour l'avenir, l'exemple de Jean le Bon hante la monarchie française. Pendant des siècles, les rois de France se souviendront de cette humiliation. Jamais plus un souverain français n'acceptera d'être fait prisonnier vivant. Louis XVI préférera mourir sur l'échafaud plutôt que de subir la captivité. Le règne de Jean le Bon illustre parfaitement les dangers de l'impétuosité en politique. Roi courageux mais imprudent, il a payé au prix fort ses erreurs de jugement. Poitiers, plus qu'une défaite militaire, représente l'échec d'une conception archaïque de la guerre. Face aux innovations tactiques anglaises, Jean s'est obstiné dans les méthodes traditionnelles. Charge de cavalerie contre archers, combat chevaleresque contre guerre totale. Anachronisme fatal qui a coûté cher à la France. Mais l'histoire de Jean le Bon dépasse le cadre purement militaire. Elle révèle les contradictions d'une époque charnière, où l'ancien monde féodal se heurte aux réalités nouvelles de la guerre moderne. Le roi chevalier devient un personnage tragique, dépassé par l'évolution des temps. Sa captivité londonienne illustre aussi l'évolution des rapports de force européens. Pour la première fois, un roi de France découvre qu'il n'est pas invincible. Leçon d'humilité qui marquera durablement la psychologie française. L'épisode Jean le Bon montre enfin l'importance cruciale du commandement militaire. Un roi incompétent peut perdre en quelques heures le travail de génération. Poitiers coûte à la France 15 années de reconquête et des sacrifices considérables. Jean le II le Bon meurt donc à Londres le 8 avril 1364, prisonnier volontaire d'un honneur chevaleresque dépassé. Son corps est rapatrié en France et inhumé à Saint-Denis avec les honneurs dus à son rang. Mais sa mort en captivité laisse une tache indélébile sur son règne. Paradoxalement, cette fin tragique lui vaut une certaine réhabilitation. Le roi qui a accepté de mourir prisonnier plutôt que de manquer à sa parole retrouve une grandeur posthume. Martyr de l'honneur royal, il devient un exemple pour ses successeurs. Charles V tire les leçons de l'échec paternel. Refusant les batailles rangées, il privilégie la guerre d'usure, les sièges, la diplomatie. Politique patiente qui permet de reconquérir progressivement les territoires perdus. En 20 ans, la France effacera la honte de Poitiers. Mais l'ombre de Jean le Bon continue de peser sur l'histoire française. Premier roi capturé depuis Hugues Capet, il symbolise les dangers de l'orgueil et de l'imprudence. Sa captivité reste dans la mémoire collective comme l'une des humiliations les plus cruelles subies par la royauté française. L'histoire de Jean le Bon nous rappelle que même les rois ne sont pas à l'abri des revers de fortune. Monarque de droit divin, oint du saint Crème, il n'en reste pas moins un homme faillible, capable d'erreurs fatales. Leçon d'humilité qui traverse les siècles. Aujourd'hui encore, la bataille de Poitiers et la captivité de Jean le Bon fascinent les historiens. Elles marquent un tournant dans l'histoire militaire, l'émergence de nouvelles tactiques, l'obsolescence de la chevalerie traditionnelle. Révolution technique qui annonce la fin du Moyen-Âge guerrier. Jean le II le Bon aura donc été, malgré lui, le dernier roi chevalier de France.
Après lui, ses successeurs comprendront que la guerre moderne exige d'autres qualités que le courage individuel. Pragmatisme, ruse, patience deviendront les vertus royales. L'époque héroïque s'achève dans les geôles londoniennes. Le surnom de Bon qui lui fut donné de son vivant, bon au sens de brave, courageux, prend une résonance ironique à la lumière des événements. Sa bravoure l'a conduit à la catastrophe, son courage à la captivité. Vertu devenue défaut dans un monde qui change. Pendant les 4 années de captivité royale, la France apprend à survivre sans son roi. Expérience traumatisante qui révèle à la fois la fragilité et la résilience des institutions monarchiques. Le dauphin Charles assure tant bien que mal la régence, mais son autorité reste contestée. Les grands du royaume profitent de l'absence royale pour affirmer leur indépendance. Charles de Navarre multiplie les intrigues, tentant de rallier la noblesse normande. Les ducs de Bretagne, de Bourgogne, d'Orléans mènent leur propre politique, ignorant souvent les directives du régent. Cette période révèle l'importance cruciale de la personne royale dans l'équilibre politique français. Sans le roi, l'État vacille, l'autorité centrale s'effrite, les particularismes régionaux ressurgissent. Leçon que retiendront les successeurs de Jean le Bon. Les finances royales s'effondrent complètement. La guerre coûte cher, les provinces perdues ne rapportent plus rien. La rançon exigée dépasse toutes les possibilités du royaume. Le dauphin doit multiplier les expédients, dévaluation monétaire, emprunts forcés, nouveaux impôts. Cette crise financière provoque des troubles sociaux graves. Les campagnes se révoltent contre la pression fiscale, les villes contestent les privilèges nobiliaires, la bourgeoisie marchande remet en cause l'ordre traditionnel. La France de 1360 sort profondément transformée de cette épreuve. Au-delà des conséquences politiques et économiques, la captivité de Jean le Bon inflige à la France une blessure psychologique profonde. Comment accepter que le roi très chrétien, lieutenant de Dieu sur terre, croupisse dans les geôles de l'ennemi héréditaire? Cette humiliation collective marque durablement la mentalité française. Pendant des générations, l'épisode Jean le Bon nourrira un sentiment de revanche contre l'Angleterre. Poitiers devient le symbole de toutes les défaites, l'étalon de toutes les humiliations. Les chroniqueurs de l'époque peinent à expliquer la catastrophe. Comment Dieu a-t-il pu abandonner son représentant? Certains y voient le châtiment des péchés du royaume, d'autres l'épreuve envoyée pour purifier la France. Tous cherchent un sens à l'inexplicable. Cette quête de sens débouche sur une remise en cause profonde des valeurs chevaleresques. Si la bravoure mène au désastre, si l'honneur conduit à la défaite, que valent les idéaux traditionnels? Question cruciale qui travaille toute la fin du Moyen Âge. Jean le Bon incarne parfaitement cette crise des valeurs. Roi chevalier parfait selon les critères de son époque, il échoue lamentablement face aux défis de son temps. Paradoxe qui révèle l'inadéquation des anciens modèles aux réalités nouvelles. Curieusement, l'échec de Jean le Bon va progressivement se transformer en légende dorée. Sa mort en captivité, acceptée par fidélité à sa parole, lui vaut une réhabilitation posthume. Le roi vaincu devient le martyr de l'honneur français. Cette transformation s'opère lentement, au fil des générations. Les chroniqueurs tardifs, écrivant sous Charles V ou Charles VI, gomment progressivement les aspects les plus critiques du règne de Jean. La défaite devient un accident, la captivité un sacrifice héroïque. Cette réécriture de l'histoire correspond à un besoin psychologique profond. La France ne peut accepter que son roi ait échoué par simple incompétence. Il faut que sa chute ait un sens, que sa souffrance serve à quelque chose. Progressivement, Jean le Bon devient le prototype du roi martyr, victime de la fatalité plutôt qu'artisan de sa perte. Figure tragique qui préfigure d'autres destins royaux brisés. Louis XVI, Napoléon III, tous ceux qui payeront le prix de leurs erreurs. Cette mythification permet à la monarchie française de surmonter le traumatisme de Poitiers. En transformant l'échec en sacrifice, elle préserve le prestige de l'institution royale. Opération de sauvetage idéologique qui réussit au-delà de toute espérance. Au-delà de l'aspect symbolique, la défaite de Jean le Bon marque une révolution dans l'art militaire français. Ses successeurs tirent les leçons de Poitiers et adaptent leurs méthodes aux réalités du temps. Charles V, premier roi post-Poitiers, refuse systématiquement la bataille rangée.
Sa stratégie privilégie les sièges, les embuscades, la guerre d'usure. Politique patiente mais efficace qui permet de reconquérir progressivement les territoires perdus. Cette évolution tactique s'accompagne d'une professionnalisation de l'armée française. Exit les chevaliers amateurs, place aux capitaines expérimentés. Bertrand du Guesclin, connétable de Charles V, incarne cette nouvelle génération de chefs militaires pragmatiques. L'artillerie fait aussi son apparition dans les armées françaises. Canons et bombardes remplacent progressivement les machines de guerre traditionnelles. Révolution technique qui achève d'obsolescence la chevalerie médiévale. Cette modernisation militaire s'étend à tous les domaines: fortification, logistique, renseignement, diplomatie. La France de Charles V n'a plus rien à voir avec celle de Jean le Bon, métamorphose rendue nécessaire par l'ampleur du désastre de Poitiers. L'histoire de Jean le Bon illustre parfaitement le coût exorbitant de certaines conceptions de l'honneur. En privilégiant la gloire personnelle sur l'intérêt national, le roi a failli détruire son royaume. Cette leçon dépasse le cadre purement historique. Elle interroge sur l'équilibre nécessaire entre les valeurs morales et l'efficacité politique. Peut-on gouverner uniquement selon ces principes? L'honneur personnel doit-il primer sur la raison d'État? Jean le Bon répond par l'affirmative, assumant jusqu'au bout les conséquences de ses choix. Sa mort volontaire en captivité témoigne d'une cohérence admirable entre ses actes et ses valeurs. Grandeur tragique qui force le respect. Mais cette grandeur coûte cher à la France. 15 années de guerre supplémentaires, des milliers de morts, des provinces entières ravagées. Tel est le prix de la fidélité royale à ses principes. Bilan accablant qui relativise l'héroïsme individuel. Cette tension entre éthique personnelle et responsabilité collective traverse toute l'histoire française. De Jean le Bon à Louis XVI, de Napoléon Ier à Charles de Gaulle, tous les dirigeants français ont dû arbitrer entre leurs convictions et les impératifs du moment. 6 siècles après sa mort, Jean le Bon fascine encore historiens et romanciers. Figure complexe, à la fois admirable et critiquable, il incarne les contradictions de son époque. Roi médiéval confronté aux défis de la modernité naissante. Sa défaite de Poitiers est devenue un cas d'école dans les académies militaires. Exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire: sous-estimer l'ennemi, négliger la reconnaissance, attaquer sans plan précis. Catalogue d'erreurs qui servent encore aujourd'hui. Mais Jean le Bon, c'est aussi le courage face à l'adversité, la fidélité à sa parole, l'acceptation de ses responsabilités. Vertu rare qui rachète partiellement ses erreurs stratégiques. Complexité humaine qui explique la fascination qu'il exerce. Son règne marque la fin d'une époque, celle de la chevalerie triomphante et des valeurs féodales. Après lui, la France devient plus pragmatique, plus calculatrice, plus moderne. Mutation nécessaire mais qui fait perdre quelque chose d'essentiel. Cette nostalgie explique en partie l'attrait persistant du personnage. Jean le Bon représente une certaine idée de la grandeur française, faite d'honneur et de panache plutôt que d'efficacité. Image d'Épinal qui survit à tous les démentis de l'histoire. Jean le II le Bon aura été, en définitive, le dernier roi impossible de France. Impossible parce qu'inadapté à son époque, impossible parce que fidèle à des valeurs dépassées, impossible parce que trop humain pour être efficace. Son échec révèle les limites du modèle monarchique traditionnel face aux défis de la guerre moderne. Roi chevalier dans un monde qui n'en veut plus, il incarne la résistance tragique du passé contre l'avenir. Mais cette résistance a sa noblesse. En mourant prisonnier plutôt qu'en reniant sa parole, Jean le Bon sauve l'honneur de sa défaite. Geste dérisoire mais sublime qui transcende l'échec politique. Sa mort à Londres, loin de son royaume et des siens, clôt symboliquement le Moyen Âge français. Avec lui disparaît une certaine conception de la royauté, héroïque mais inadaptée. Ses successeurs seront plus sages, plus prudents, plus efficaces. Mais auront-ils la même grandeur? Question ouverte qui traverse les siècles. Jean le Bon nous interroge encore sur le prix de nos valeurs, le coût de nos principes, la tension entre l'idéal et le réel. Débat éternel qui donne à ce roi vaincu une actualité permanente. L'histoire de Jean le Bon, roi prisonnier des Anglais, reste ainsi l'une des pages les plus sombres mais les plus fascinantes de l'histoire de France. Honte nationale transformée en légende dorée,
Elle témoigne de l'extraordinaire capacité française à sublimer ses défaites. Poitiers, 19 septembre 1356. Une date qui résonne encore dans la mémoire collective française comme le symbole de toutes les catastrophes possibles. Et pourtant, 6 siècles plus tard, nous continuons de nous passionner pour ce roi vaincu qui préféra mourir captif plutôt que de trahir sa parole. Tel fut Jean le Bon, un roi impossible dans un monde en mutation, un héros tragique qui paya au prix fort sa fidélité aux valeurs d'un temps révolu. Sa grandeur et sa faiblesse, sa noblesse et son échec font de lui l'une des figures les plus complexes et les plus attachantes de l'histoire royale française.